à l'endroit du gouvernement, mais à l'endroit aussi de nos députés. Parce qu'une question simple, mais quand le budget, actuellement les députés sont en train d'étudier le budget, il faut voir combien est réservé pour la valorisation, pour la maîtrise de l'eau. Mais les députés ont ce pouvoir-là d'interpeller le gouvernement. Le ministre de l'Agriculture dit, mais aujourd'hui, on parle de la maîtrise de l'eau, on parle de la valorisation, combien vous avez mis dedans, qu'est-ce que vous allez faire? Donc je crois qu'il faut continuer à informer les députés par rapport à ça. Il faut continuer à interpeller donc, le gouvernement sur les conséquences de l'accaparement des terres. Et je crois que progressivement, on peut donc arriver à bout de ce phénomène-là. Progressivement, on peut arriver à bout de ce phénomène, William Djoki. Mais quelles sont les mesures urgentes, selon vous, là, maintenant, qu'il importe de prendre? Je crois que le plus important d'abord, c'est de faire maîtriser à nos collectivités locales, les maires et les autres élus, le code foncier. Parce que c'est le plus important d'abord. Si on connaît le test, on peut mieux gérer ces terres. Si on ne connaît pas, on ne peut rien faire. Ces gens vont descendre, ils vont acheter les terres, ils vont les laisser là, on ne pourra rien faire. Si on les maîtrise. Alors, par rapport à l'action que mène la caravane ouest-africaine, voilà, je crois que c'est très important qu'on parle d'abord de ces chef au niveau local, départemental. C'est bon qu'on lui touche d'abord le préfet. Après, on peut remonter vers le ministre. Et puis après, on touchera le chef d'État directement. Et là, je sais qu'il est très sensible par rapport à ces problèmes. Et ce qui est important, tout à l'heure, il a parlé ils sont actuellement en train d'étudier le budget de notre pays. Absolument. Je ne sais pas si le ministre de l'Agriculture a dit à passer ou pas. Mais c'est bien que ces gens-là descendent cette période-ci. Ça permet aux gens de dire, mais il y a quelque chose qui se passe. Est-ce que le ministre a pris ça en compte dans son budget? Qu'est-ce qui est fait concrètement? Est-ce que vraiment ce phénomène a cours dans notre pays? Qu'est-ce qui est fait pour le freiner? Et là, on est sûr qu'on pourra réduire un tant soit peu le phénomène. D'accord. Allez, merci à chacun, merci à tous d'être venus. Un mot, vous qui êtes notre invité principal, notre hôte de ce jour, un mot pour boucler. Un mot, je dis que en 2016, on avait lancé la caravane en période électorale. Et les actions des organisations paysannes étaient d'interpeller les candidats. À la FUPRO à Boycon, les candidats se sont fait représenter, mais il y a eu 2 candidats qui étaient présents. On avait eu le candidat Koupaki, on avait eu le candidat Patrice Talon. Les 2 là étaient venus en personne pour présenter leur vision, leur politique agricole, s'ils étaient élus présidents. Mais l'un d'entre eux est devenu président. Et aujourd'hui, il a marqué... Le second est à côté. Il a marqué des points auprès de la convergence. La convergence l'a apprécié, quand bien même il n'est pas le président en exercice de la CEDEAO. L'Assemblée générale de la convergence tenue en février à Makeni, en Sierra Leone, a décidé que ce soit lui, le président Patrice Talon du Bénin, qui soit le président à qui on doit remettre le livret vert pour qu'il puisse remettre à ses pairs. Voilà. Donc, je pense que c'est un boulevard ouvert pour C'est un boulevard ouvert pour qu'on puisse quand même... Je pense que les uns et les autres sont à l'écoute et pour quand même prendre encore les préoccupations des paysans pour qu'ils puissent trouver satisfaction. Bertrand Yerouenou, merci beaucoup. Vous êtes le secrétaire permanent de Synergie Paysanne. Merci d'être venu. Ça n'était pas gagné à l'avance. C'était la croix et la bannière, je ne vous dis pas. Ah ouais. Pour qu'il se déplace ce matin. Mais bon, merci beaucoup pour tous les éclairages que vous avez apportés. Les 300 caravaniers qui sont là, il fallait les gérer, c'était pas facile. J'imagine. Ça peut se comprendre. Merci. Alain, merci beaucoup. On se retrouve mardi prochain. Mais mardi, c'est pas sûr que lui soit là. Non, c'est pas évident qu'il soit là. Vous allez où déjà? Il serait dans le grand froid polonais. Vous allez en Pologne pour la COP 24. Allez, bon voyage. Allez, bon voyage. Prenez soin de vous là-bas. Il fait excessivement froid. Protégez-vous. Faites le malin par ici avec ça. Pour qu'ils nous reviennent vivants. Exactement. On vous veut au retour. Bon, d'accord. Allez, on marque une courte pause. On vous retrouve dans quelques secondes pour la suite de 5 sur 7 matin. On va lire avec Moïse Tantan quelques-uns de vos commentaires à propos de la question du jour. Et puis, un grand boulevard aujourd'hui pour le sport. Ils ne nous en voudront plus désormais. On leur donne plus de 40 minutes de sport. C'est bien ça. Allez, à tout de suite. On dira que toutes les rubriques sont importantes. Dans le cadre de la Semaine du numérique, organisée par le ministère de l'économie numérique et de la communication, profitez avec l'ORTB du 22 novembre au 6 décembre 2018 de la quinzaine du numérique.
Bénéficiez systématiquement de 15% de réduction sur toutes nos prestations et de 25% pour celles payées par l'application ORTB Mobile. Renseignements au 69 70 55 55. La quinzaine du numérique, c'est votre aubaine. Saisissez-la. J'ai dit au gars de la boutique Canal+, tu m'as reconnu. C'est pour ça que tu me fais un prix, hein? Et le gars me dit, pas du tout. C'est le nouveau prix. Et je lui demande, il y a tous les programmes dedans. Et il me regarde et il me dit, il y a tout dedans. Et je lui demande, est-ce qu'il y a la HD dedans? Et il me dit, mais oui, c'est aussi dedans. Et oui, il y a tout dedans. Pour l'incroyable Noël de Canal+, le décodeur HD passe au prix exceptionnel de 5 000 francs, avec plus de 20 grandes chaînes en haute définition. Et en plus, la parabole est offerte. N'attendez plus, abonnez-vous vite. Il y a tout dedans. L'émission, c'est 5 sur 7 matin sur la télévision nationale. Merci de votre fidélité. Nous sommes mardi et mardi, nous parlons essentiellement environnement et santé. Et parlant environnement, nous avons donc abordé dans le forum de discussion, vous l'avez suivi, ce phénomène-là d'accaparement des terres face au phénomène grandissant, notamment donc de l'accaparement des terres. Comment protéger les populations locales du pouvoir des plus puissants? C'était justement la question de ce jour. Alors Maurice Tantan, bonjour. Bonjour Ricardo, Loïc Kwekou, bonjour Serge Ayaka. Bonjour Segla. Quelques commentaires? Quelques commentaires effectivement sur la question du jour de ce matin sur les différents canaux pour nos intervenants, pour les téléspectateurs et internautes. Ils ont été nombreux à réagir à cette question. Je retiens essentiellement que pour la plupart, ils suggèrent que les tests soient appliqués, notamment le code foncier qui a prévu, selon eux, des mesures pour lutter contre ce phénomène de l'accaparement des terres, notamment dans les zones rurales. Et nous allons commencer par prendre les avis et commentaires sur Facebook. Josafas Metoke nous dit, pour protéger les populations locales contre la puissance des grands, en ce qui concerne l'accaparement des terres, il va falloir expliquer les tests du législateur. Kennedy Azif Zomanou nous dit de son côté que les tests ne sont pas en français facile et la majorité des Béninois étant analphabètes, il faut que le législateur rédige les tests en langue nationale. Je crois que ce faisant et par le soutien des médias, tous les Béninois seront au même niveau d'information et donc, enfin, il va falloir prendre des mesures draconiennes contre les autochtones et les étrangers qui bradent nos terres sans penser à nos progénitures et les besoins de demain pour la construction des infrastructures et autres. Flanda Bonio-Bron nous dit « Seul le gouvernement peut prendre des mesures idoines face à ce fléau qui gangrène notre pays, car le pauvre, écrit-il, n'a aucun pouvoir face aux riches dans ce domaine, même quand ils ont leurs papiers originaux qui attestent que les biens leur appartiennent. » Nous restons toujours sur Facebook pour prendre d'autres avis et commenter sur cette question du jour. Boniface Zongbossi nous dit que le législateur a élaboré des tests qui régissent le foncier et qui luttent contre l'accaparement des terres. Il faut donc les vulgariser et procéder à leur application. C'est exactement ce que nous dit Stéphane de Souza
sur Facebook, il écrit « Il faut respecter scrupuleusement les tests de loi en la matière et punir avec la dernière rigueur les contrevenants ». Agbodjo Aboulania revient également sur la même proposition. Il dit « Le nouveau code foncier a pris des dispositions dans ce cadre, mais reste à savoir si les autorités locales, notamment les conseils communaux, arrivent à appliquer ce code. Alors pour la protection des terres, chaque commune doit non seulement appliquer le nouveau code, mais aussi partager le nouveau code avec la population propriétaire de ce domaine. Enfin, la justice doit passer à la répression pour les maires indélicats, comme c'est le cas pour les ordures ménagères. Nous allons voir du côté de Twitter à présent. Gounou Setondi Raymond dit « C'est le pouvoir de l'argent qui parle et qui prend le dessus tant que la pauvreté et la misère feront ménage avec nos populations. Je pense que les riches pourront toujours s'offrir à volonté les pauvres terres de nos aïeux. Pour lui, il n'y a malheureusement rien à faire. » Nous allons terminer avec 2 commentaires sur WhatsApp. Larissa Padounou nous dit « C'est une question difficile parce que ceux qui sont en réalité appelés à aider les plus faibles sont également les plus puissants. Maintenant, si la corruption prend fin, on peut espérer une justice pour ces plus faible. » Et Ephraim Wegbe nous dit qu'il faut une application des tests existants afin de protéger la population contre ce phénomène, ou dans le cas où il y a inexistence d'une loi appropriée, il urge alors de mettre en place une nouvelle législation et procéder à son application pour espérer un temps soit peu régler ce problème. Merci à vous, Maurice Tantan, pour ces commentaires. On vous retrouve tout à l'heure, vous revenez. Bien sûr. Pour la revue du web. Allez, à tout à l'heure. Appelez par là Hugues Zissou-Zounon. Dites-lui qu'aujourd'hui, il a tout le temps pour le sport. Hugues, venez par ici, le sport, tout de suite. Zissou, bonjour. Bonjour Serge, bonjour Ricardo. Pourquoi il n'y a pas la même ferveur? Non, ça ne peut pas changer. En fait, ça me fait sourire. Je suis très fair play, donc le jour où j'aurai 10 secondes, je vais gérer. Le jour où j'aurai 1 minute, je vais gérer. Et le jour où j'aurai beaucoup de minutes, ça aurait beaucoup de plaisir. Toujours. Et c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. On parle de Sebio Soko qui n'a pas été titularisé par Michel Dussuyer dans son groupe quand on était de l'autre côté à Banjul. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Donc, Michel Dussuyer, le sélectionneur des écureuils, a accordé une interview à la presse. Il est revenu sur le cas de Sebio Soko et sur le cas d'autres joueurs. Pourquoi Chabel Gomez n'arrive pas encore en sélection, pourquoi Jean-Marie Guéra n'est pas encore titulaire dans cette équipe. C'est vrai qu'on ne va pas suivre l'actualité de tous les joueurs présélectionnés ou sélectionnables, mais on va écouter Michel Dussuyer qui revient sur le cas Sebio Soko. Concernant Sebio, la situation est simple. Sebio Soko nous a rejoints. Le schéma directeur, c'était de dire, dès qu'il arrive, il fait un passeport. On pensait récupérer ce passeport le lundi soir. Ensuite, la deuxième étape, c'était de soumettre toutes les pièces du dossier à la FIFA pour appréciation. Non pas que nous devions déposer un dossier parce que le joueur n'a pas joué pour les équipes nationales de jeunes allemandes, mais pour que le dossier soit apprécié par la FIFA, pour vraiment savoir si on est en concordance avec tous les prérequis de la FIFA pour que le joueur soit éligible. On n'a pas reçu de réponse avant le match. Donc j'ai dit avant le match que je ne prendrais aucun risque d'aligner un joueur et puis après de se retrouver avec la menace d'une réserve et éventuellement d'un défaut dans le dossier et qu'on perde ce match sur ce tapis vert. Moi, je me refusais à cette logique-là. Maintenant, c'est dommageable que les choses se soient passées ainsi, mais je dirais que si je dois retenir un aspect positif, c'est que Sebio
est venu, a découvert d'une part le groupe, et il y a une très bonne intégration de Sebiu dans ce groupe. Il a découvert le football africain avec ses spécificités, ses caractéristiques, avec l'état des terrains, la chaleur, l'environnement. Donc il s'est imprégné de tous ces aspects-là et je pense que c'est du temps gagné pour la suite. Par confiance, c'est pas ça, mais je pense que Jean-Marie doit encore faire des progrès vraiment pour postuler réellement à une place de titulaire dans cette équipe. C'est l'appréciation que je fais au vu de toutes les séances d'entraînement que l'on fait pendant la préparation. Après, je fais des choix. Jean-Marie a des habiletés techniques, une bonne lecture de jeu. Après, quelquefois, il manque un petit peu de concentration. Il manque aussi un peu d'impact physique dans des matchs africains à haute densité. Mais en tout cas, ce sont des domaines dans lesquels Jean-Marie peut encore progresser et apporter, pourquoi pas, dans les prochains mois, une véritable aide à l'équipe nationale. Arsène Loco, je le connais, il était en Côte d'Ivoire, donc je connais ce joueur. Après, voilà, il ne s'agit pas de dire prospecter. Si je ne connais pas les joueurs, je vais faire l'effort vraiment d'aller m'intéresser plus précisément à eux, savoir dans quel club ils évoluent, à quel niveau ils évoluent, quel est le niveau du championnat. C'est pour prendre un joueur dans un championnat sans galvauder, mais il faut que ce soit un championnat qui soit meilleur que celui du Bénin, quoi. Sinon c'est pas la peine, je prends des joueurs locaux. Donc j'essaie d'avoir un regard sur tous les joueurs. Aujourd'hui, si je sens qu'il y a la pertinence et qu'un joueur se met en évidence et qu'il peut apporter un plus à l'équipe nationale, je l'amènerai, quoi. Moi, je suis un entraîneur. On me juge sur les résultats. Est-ce que vous pensez qu'à chaque fois, je ne vais pas essayer d'avoir les meilleurs joueurs avec moi? Est-ce que vous pensez qu'à chaque fois, je ne vais pas aligner les meilleurs joueurs dans l'équipe? En tout cas, ceux dont je suis intimement persuadé qui peuvent m'apporter un résultat. Moi, je suis dans cette logique-là, quoi. Le travail continue. C'est vrai que 4 mois, ça va vite passer, mais pour l'instant, c'est un peu loin. Il va passer beaucoup d'eau sous les ponts. Après, concernant le Togo, chacun dit ce qu'il veut. Forcément, la qualification, elle passe pour eux par une victoire à Cotonou. Il ne faut pas qu'ils pensent que c'est gagné, quoi. Ça, c'est clair. Parce qu'ils savent très bien que ça va être très difficile. Oui, mais écoutez, Hugues Zinsouzuno, on a suivi donc cette interview accordée donc à Michel, que Michel Duchué a accordé donc à la presse béninoise, notamment la presse sportive plus précisément. Alors, quelques points importants. Il parle de Sebi Osoko, il parle de problèmes administratifs, ce qui a fait que le gars n'était pas éligible pour le match. Qu'est-ce qu'il y a en réalité? Pourquoi, jusqu'à présent, on parle de problèmes administratifs? Est-ce que les dispositions n'ont pas été prises? Non, en fait, Michel Duchué est prudent. Vous savez que la Gambie avait porté réserve contre un joueur togolais qui serait d'origine nigériane, et on connaît également le règlement au niveau de la Fédération internationale de football association. Souvenez-vous du cas Fabien Farnol. Heureusement qu'il y avait Issa Ayatou, il y avait tous ceux lobbying au niveau de la Confédération africaine de football et au niveau de la Fédération internationale de football association. Sinon, lorsque vous prenez le cas Fabien Farnol, à l'époque, normalement, les Maliens devraient reprendre les 3 points de cette victoire historique, la première d'ailleurs du Bénin face à l'équipe du Mali. Donc il a été très prudent parce que dans un premier temps, Sebi Osoko est arrivé, établissement du passeport. Souvenez-vous également qu'il y a eu le cadet Gate, donc du coup le service immigration est vraiment strict. C'est pas facile d'établir actuellement
un passeport et pour les binationaux et pour d'autres joueurs. Chacun est prudent et chacun a peur de se rendre à la prison civile de Cotonou ou dans d'autres prisons. Donc, du coup, il y a eu cette difficulté. Après l'établissement du passeport, on sait que Sebio Soukou est d'origine béninoise. Son père vient précisément d'Aplaroué, non loin de Rouiton, dans le Koufo. Mais le point D de l'article de la Fédération internationale de football association dit, c'est vrai, lorsque vous avez un parent d'origine béninoise, vous pouvez jouer pour votre pays. C'est vrai que Sebio Soukou n'a pas joué dans d'autres catégories, mais Michel voulait avoir le hockey de la Fédération internationale de football association, puisque le mercredi, il y a une première lettre qui a été envoyée à la Fédération internationale de football association. La réponse était attendue le vendredi, pas de réponse, donc il fallait être prudent, il a été vraiment très prudent. Alors, actuellement, où en est-on concrètement? Est-ce qu'il a finalement eu la réponse? Est-ce que Sebio pourrait être titularisé, pourrait jouer dans l'effectif des équipes? Il faut que la fédération communique là-dessus, et ça, c'est le rôle de M. Claude Paqui, le secrétaire général de la Fédération béninoise de football. Est-ce qu'il a une réponse de la Fédération internationale de football à la minute où je vous parle? Je ne sais pas s'il y a une réponse de la Fédération internationale de football association, mais une certitude, jusqu'au mois de mars, Sebio Soukou va jouer. Il n'a pas joué dans les catégories de jeunes, on pouvait prendre le risque, mais bon, si vous en pochez 3 points et au finish on dit qu'il y a une erreur administrative, je ne suis pas sûr que le président de la République, je ne suis pas sûr que le ministre Osvaldo Meki seront tendres avec la Fédération béninoise de football. Alors, pour le match en mars prochain contre les éperviers du Togo, Sessayons ne jouera pas, Sessi ne jouera pas, Poté ne jouera pas non plus. Alors, qui pour remplacer ces 3 qui ne sont pas des moindres dans cette équipe, c'est de grands cadres de cette équipe? Premier constat, c'est qu'on avait un effectif plus étoffé qui a joué à Lomé le 0-0. Donc, c'est dire que sur le papier actuellement, à la minute où on parle, le Togo a un effectif meilleur qu'à l'effectif du Bénin, n'ayons pas peur des mots. Ensuite, le milieu béninois est complètement décimé. Il y a Sessi qui ratisse un nombre incalculable de ballons, qui met également la pression sur l'adversaire et qui pousse l'adversaire à commettre des fautes. Donc, pas de remplaçant valable de Sessi d'Almeida. On a vu l'entrant à Banjul qui n'a pas répondu. Michel Dessus espère qu'au mois de mars, il sera à son top niveau. Donc, il est régulier sur les matchs du championnat. J'ai échangé avec lui à plusieurs reprises. Pour l'instant, la qualité technique du championnat, le niveau est encore faible. Il faut que les joueurs montent en puissance dans ce championnat. Il y a des places à prendre au niveau du milieu de cette équipe béninoise. Pour remplacer Stéphane Sessayons? Stéphane Sessayons, pour l'instant, n'est pas remplaçable. Parlant de qualité de jeu, on n'a pas. Citez-moi un joueur qui a cette qualité technique, qui peut faire gagner un match, qui peut renverser un match. Non, on avait eu Mouritala Ogoumi entre-temps, qui est parti à la retraite. Razak qui peut marquer à tout moment. Et puis le patron, Stéphane Sessayons. Maintenant, qui pour le remplacer? On sait que Sebio Soukou joue juste derrière les attaquants. À Michel Dussuyer de mettre en place ses choix tactiques. Il peut repositionner Sebio comme un milieu offensif. Il peut aussi repositionner David Digla à ce poste. Michael Poté ne sera pas là comme excentré. Donc, pourquoi ne pas faire le choix de Chabel Gomez? Encore que vous connaissez bien les entraîneurs européens, on ne leur impose absolument rien. Ce qu'il a dit sur Chabel Gomez, par exemple, il dit que c'est un joueur pétri de talent, c'est un grand talent, mais il n'a pas encore cette mentalité ni cette culture européenne de la rigueur. Il s'amuse un peu trop. Peut-être qu'il n'a pas encore conscience de toute sa capacité. Il est actuellement en stage en France, un stage de 3 mois. Donc, il ne joue pas non plus en championnat parce que pour être compétitif, c'est qu'il faut jouer. Donc, à Michel d'utiliser les armes qu'il a à sa disposition pour refaire l'équipe. Tout dépendra de l'engagement parce que le match du mois de mars, ce n'est
pas qu'un simple derby. C'est un match couperé, c'est une finale. Il faut monter sur la pelouse comme des guerriers. Il faut avoir faim de la première jusqu'au coup de sifflet, jusqu'au bout du temps additionnel. Beaucoup d'envie, sinon on sera surpris à domicile. Alors, il y a également ce joueur de Enyimba au Nigeria. L'ancien joueur d'Énergie, Jean-Marie Guéra, qui est l'un des tout meilleurs joueurs de ce club Énergie, qui a été transféré la saison dernière, donc qui fait sa première saison avec le grand club nigérian Enyimba. C'est un joueur très technique qui joue également juste derrière les attaquants. Maintenant, pour un match africain, l'entraîneur l'a dit, il faut de l'impact physique, il faut de l'engagement, il est technique, mais cela seul ne suffira pas. Il faut également de la concentration et au cours des séances d'entraînement, pour lui, pour le moment, Jean-Marie Guéra n'a pas encore cette concentration. Ce qu'on sait, c'est que Jean-Marie Guéra est un joueur très sérieux. C'est un exemple pour tous les joueurs locaux, par son comportement sûr et en dehors de la pelouse. On espère qu'il va apprendre vite et qu'au mois de mars, il sera prêt pour jouer face à l'équipe du Togo. Alors, un autre problème dans cette équipe, dans ce 11 national, c'est la défense. On a vu à Banjul, on a vu le but ou les buts qui ont été encaissés, défense, gardien. Abdou Khaled Adénon n'a pas été vraiment dans son match, il faut le dire. Farnol également n'était pas dans son match. Qu'est-ce qui pourrait être fait pour repositionner tout ça? Est-ce qu'il n'était pas dans le match? En fait... Parce que Michel Dussuet l'a dit, il n'a pas reconnu ces joueurs. Oui, c'est vrai, au bout de 10 minutes, il râlait, il posait des questions à Moussa Latonji. Est-ce que ce sont mes joueurs? Je ne sens pas d'impact physique et il ne joue pas avec assez de mordant. Oui, il a dit. Mais quand on voit le match, on refait le film du match, c'est que jusqu'à la 69e minute, l'équipe était en place. C'est vrai que l'équipe a été dominée en première mi-temps et au début de la deuxième mi-temps, mais les choix tactiques de Michel Dussuet étaient vraiment payants. Ce qu'on a remarqué, c'est que sur le premier but, c'est Jodel Dessous qui perd le ballon, un ballon. Ensuite, Djiman Koukou, qui au lieu de commettre la première faute, ne commet pas la faute, qui a été en retard sur le joueur. Ensuite, il y a eu la frappe. Donc, c'est une série d'erreurs. Et la frappe, Adileou, au lieu de faire face au ballon, se retourne. Le ballon contre Adileou. Donc, Adileou, joueur qui découvre l'Afrique, qui joue également sa première rencontre. Donc, peut-être manque d'expérience parce qu'il ne devrait pas se retourner, il devrait se sacrifier, même recevoir le ballon en face. Donc un ballon contré, qu'est-ce que le gardien Fabien Fanol pouvait faire? Rien absolument sur ce but. Après le but, je crois que les émotions étaient mal gérées. Il n'y avait pas un patron sur la pelouse à l'image de Stéphane Sessayon. Il n'y avait pas aussi un joueur parce qu'il y avait quand même Djiman qui est expérimenté, qui est en sélection depuis 2008. Il y a Jordan Adeoti. Donc les anciens de la maison devraient casser le rythme, faire des fautes, tomber par terre pour empêcher les Gambiens. Ceux qui n'ont pas pu faire parce que justement il n'y avait pas l'expérience. Non, il y avait des joueurs expérimentés qui n'ont pas joué avec toute l'intelligence qu'on aurait voulu voir sur une pelouse de football. Ensuite, sur le deuxième but, en fait, les Béninois vont aux avant-postes, ils essaient de marquer un deuxième but, et puis il y a eu le dégagement, la contre-attaque. Ensuite, quand il y a eu la contre-attaque, le joueur était complètement excentré. Il fallait l'obliger à mettre le ballon en touche. Ils l'ont laissé du temps. Il frappe. La pelouse n'est pas dans un bon état. Le petit rebond qui trompe Fabien Farnol, qui ne fait pas non plus un arrêt catholique. Donc, fautif sur le deuxième but. Et puis le troisième but... intervenu à la dernière seconde du match. Non, honnêtement, sur le troisième, moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Je ne fais pas non plus un procès aux joueurs. Ils étaient complètement cramés. Ils sont partis également pour égaliser, pour revenir à 2 partout. La défense était complètement dégarnie. Khaled Adénon cramé. Non, la faute professionnelle, pour moi, c'était sur le deuxième but. Sur le deuxième but. Et c'est ça qui, je dirais, a changé le visage du match. Et le troisième pourrait vraiment compter parce que si les Gambiens vont gagner en Gambie, à Blida, autant pour moi, dans le chaud bouillant stade Moustapha Tchaker de Blida, et qu'à Cotonou, la rencontre se termine sur un match nul, c'est que le Bénin est éliminé. Wow. On aurait réalisé l'exploit de faire un nul.
Et puis le goal average, après la confrontation directe, c'est qu'on passe à côté. Et vous parlez justement du nul. Claude Leroy, lui, il n'entend même pas faire un nul ici à Cotonou. Il a dit il gagne ce match ou il va à la retraite. S'il perd à Cotonou, il ira à la retraite. Au Béninois de l'envoyer à la retraite, il gagne 25 millions liés directement à la présidence du Togo, tout simplement. Il discute directement avec le chef de l'État et c'est pas mon ami Sergio qui habille les éperviers du Togo, c'est pas Sergio également qui est l'organisateur de la rencontre, qui suit cette émission 5 sur 7, qui a le mec que je salue au passage, qui va me dire le contraire. Oui, ben, écoutez, sur cette déclaration de Claude Leroy, c'est une manière de mettre la pression sur les écureuils du Bénin qui n'ont pas vraiment l'effectif également. En live instantané, Serge, vous avez le bonjour de Sergio, vous avez également le bonjour, bonjour Sergio. Ricardo, bonjour à Sergio, à toute l'équipe technique. Non, Sergio, si tu es sympathique, voilà, il faut les habiller, il faut envoyer des choses par ici, Sergio. Il a compris, de toute façon. Message bien reçu. C'est un Serge, il le fera. Pardon, Serge. C'est un Serge. Bon, c'est vrai, les Serge, ils sont des hommes de parole, ça, je l'avoue. Non, je l'avoue, les Serge, ils sont des hommes de parole. Déçu un peu parce que je l'avais fait venir à Cotonou il y a 1 an pour beaucoup de projets. Déçu par ceux qui étaient là-bas. Bon, les choses ont changé. J'espère qu'on va reprendre de belles choses. Pourquoi pas avec même la direction générale, la DRP. Et je ne vais pas dire déçu par le RDB. Non, du tout. Déçu plutôt par le milieu du sport au Bénin. En tout cas, Sergio, on te donne rendez-vous très bientôt à Cotonou. On se verra ici. Alors, on parle très rapidement de ces déclarations de Claude Leroy qui mettent la pression sur Michel Dushué. Et puis répondu. Non, la réponse de Michel Dushué est très très bonne. Il n'a pas répondu directement à Claude Leroy, qui est son aîné. Il a tout simplement dit tout le monde veut se qualifier, lui se concentre sur le match. Le plus important, c'est qu'à la fin, le Bénin se qualifie pour la CAN en 2019. On ne sait pas si ça se jouera effectivement au Cameroun, parce qu'il y a eu une déclaration hier de la Ligue arabe qui aurait souhaité, qui a d'ailleurs mis la pression sur la Confédération africaine de football pour que le Maroc organise la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Les Camerounais ne sont pas contents ce matin. Du tout. En tout cas, c'est un gros match, une grosse rencontre, une finale, la finale des finales en mars prochain. Et il faudrait que le peuple béninois, à l'instar du match contre l'Algérie, que le peuple béninois se mobilise encore derrière ce grosse mobilisation, mais avant ça, il faut que les joueurs du championnat élèvent le niveau. Il y a des places à prendre dans cette équipe des écureuils. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans le championnat, il faut bien jouer, surtout au milieu et pourquoi pas sur les côtés. Vous parlez du championnat, transition toute faite pour reparler donc de ce match qui a eu lieu ce week-end d'ailleurs, Vital'Or Ligue 1. Vital'Or Ligue 1 est à sa 4e journée. L'ORTB, la direction générale, la directrice, la chef programme, le DG et surtout, je dis bravo à tous ces techniciens qui travaillent depuis 4 journées. Pour le moment, il n'y a rien, donc on attend la fédération. On espère que les choses vont rentrer dans l'ordre et que vraiment tout le monde aura le sourire par ici. On est à la 4e journée. Franchement, bravo à tous ces messieurs, bravo à toutes ces dames qui travaillent pour le bon déroulement du championnat. Nous sommes à la 4e journée, donc UPI ONM jouait contre l'équipe de ESAE. On va suivre ensemble le commentaire de William Bassabi et de Issa Amadou. C'est parti. Pour les 45 premières minutes, Issa Amadou, on va revenir sur ce que nous étions en train de développer tantôt. Mais c'est bien entendu ESAE en blanc, UPI ONM, on va dire en couleur jaune fluorescent, on va dire ainsi. Hein. Oui, effectivement, jaune fluor. Oui, jaune fluorescent. Si vous avez justement devant vous 2 équipes qui n'ont véritablement pas de grands supporters, c'est pas évident, justement. Attention, Issa, heureusement qu'il y a apparemment le drapeau de Djaria. De Djaria Biobangara qui a indiqué cette position illicite
de l'avant-centre de UPONM cet après-midi, les Bijimi. Ça peut repartir avec Adjavon. Attention, la perte de balle au profit. Ah là, qu'est-ce qu'il va faire? La frappe croisée et le dégagement de Chaban Sani. Le changement de côté, la reprise. Et là, ils parviennent à se dégager. Esaïe qui fait le siège du UPONM, même s'ils essayent de ressortir avec Sani Uruguay qui finalement balance la balle devant. Le renvoi de la défense d'Esaïe qui aboutit dans les pieds de Ahmed Adjibola. Ils sont bien organisés défensivement, les joueurs du UPONM. Ils arrivent toujours à enrayer le danger, même si là, Alfred Lincoln a du champ, la frappe. Non, il préfère centrer au point de pénalty, chercher un partenaire. La balle n'est pas sortie, c'est pas fini. Le danger est toujours là. Adnato, la parade. Et finalement, Sani Uruguay qui se dégage. UPONM a eu chaud sur cette action. UPONM a véritablement eu chaud avec cette succession d'actions. Et ce n'est pas fini. Issa Amadou avec Alfred Lincoln, le centre, dégagé par le bon timing de Kosivi Agbeko qui a écarté le danger. Pas pour longtemps. Ça repart avec Eric Sewa qui s'est appuyé sur son partenaire qui l'a complètement. Et là, c'est fini, hein? Ah oui, je crois que c'est la fin de cette séquence. Quand vous jetez un coup d'œil sur votre feuille de match, sur le banc de touche du UPONM, il y a un ancien joueur de notre championnat, Franck Niaoui, qui est là. Effectivement. Je crois que là, UPONM a vraiment une recette qu'on aime bien en cuisine, à savoir que ce sont les vieilles marmites qui font les bonnes sauces. Voilà, donc, mais pour l'instant, il n'est pas encore sur le terrain, mais c'est l'un des joueurs qui avait marqué notre championnat par le passé quand il évoluait notamment sous les ordres du coach Ulrich Alaoutade du côté de Énergie. Cette saison, rappelez-vous, en 2008, où Énergie, évidemment, a fait feu de tout bois. Je crois que, attention, on va sur cette action qui pourra être conclue par le but de Romeo Bilageta. Et c'est ça, ça fait 1-0. Ça fait 1-0 donc Issa Amadou. C'est donc le but signé de Assouma. Ah oui, Abdel Assouma. Abdel Assouma qui, à bout portant, a pris le dessus sur le gardien Femi Alechou, qui n'a pas été aidé par sa défense sur le coup. En tout cas, il y a, semble-t-il, un manque de coordination sur l'action de but. On va dire qu'il y a véritablement un manque de coordination justement dans cette défense de Esaïe, avec justement le défenseur, je pense bien, c'est Adjibola, et bien entre-temps, et qui a voulu contrôler et qui s'est retrouvé pratiquement sur le tapis. Entre-temps, il faut apprécier quand même, on va dire, le calme de Assouma Rachidi, qui ne s'est pas du tout affolé. Maintenant, on revoit l'action, et vous voyez un peu, il a ajusté son tir dans pratiquement, on va dire, quand même proche de la lucarne. Et là, c'est une belle ouverture de la marque, au grand bonheur justement du coach Roger Inama. 1-0 pour UPONM. Bioku pour la contre-attaque. C'est une situation intéressante avec le décalage pour le nouvel entrant qui va servir au Bioku contré. Et Sani Chaban qui a finalement sauvé son camp. Finalement maîtrisé par Thibaut Alaye qui repasse par son gardien. Attention à ne pas se faire surprendre dans cette fin de match. Avec Ibrahim Souradiou qui fait admirer sa puissance. Attention, ils ont perdu le ballon et la contre-attaque qui suit derrière avec la frappe qui passe au-dessus de la cage de Femi Alechou. C'était bien tenté. C'est terminé sur cette première victoire Issa Amadou de cette formation de UPONM. Effectivement, on dira tout simplement qu'on a vu une partie bien rythmée, on va dire très engagée, avec des garçons de part et d'autre qui avaient faim, surtout du côté de UPONM où on s'est donné physiquement, on s'est donné également mentalement, on s'est donné également, pourquoi pas techniquement, parce qu'on a vu une équipe beaucoup plus organisée comparativement au niveau de Esaïe. Moi, j'aime connu un peu cette équipe-là, parce que c'est une équipe créditée quand même d'une bonne organisation, une équipe qu'on a vue en deuxième division, qui est montée en première division, qu'on respecte beaucoup, qui est allée gagner justement lors de la première journée du côté de Boycon face à l'AS Tonnerre, mais qui est un peu méconnaissable cet après-midi. On va dire tout simplement que cela fait partie du football et que le coach Bio Richard aura le temps justement de préparer notamment sa prochaine sortie face au Dynamo d'Abomey. Allez, 1-0, ce n'est qu'une défaite. Et puis plutôt Esaïe n'a pas perdu la guerre, c'est juste une bataille de perdu. Merci beaucoup à vous Issa Amadou pour
votre expertise tout au long de cette retransmission en direct. Voilà, finalement, après 4 journées, hein, l'équipe de Roger Nama a finalement eu la victoire. Oui, il y a beaucoup de choses à revoir, il y a beaucoup de choses à corriger pour que cette équipe qui a des joueurs talentueux avance dans le championnat. En tête du championnat, il y a Aïma et les Buffles du Borgou. Allez, dernière information, hein, il y a ce grand joueur, Sidney Govou, qui est au Bénin depuis quelques jours et puis il fait désormais dans du social. Effectivement, il est dans le social Sidney Govou, il soutient les gamins. Il est arrivé à Cotonou pour partager tout ce qu'il a gagné dans le foot et ce qui m'a fait marrer, je vous le dirai à la fin de l'intervention de Sidney Govou. Oui, beaucoup d'émotions. J'essaye de venir avec l'âge avancer ma fin de carrière de plus en plus souvent. Mais c'est vrai que chaque fois que je reviens, voilà, je vois la famille dans un premier temps. Et là, quand j'assiste à quand je parraine d'une tierce manière des lieux comme ça, c'est toujours un plaisir. Parce qu'étant béninois d'origine, forcément, je ne vous ai pas dit, mais on a milité pendant pas mal de choses, mais pas forcément au Bénin. C'est assez compliqué. Aujourd'hui, de revenir par le biais d'une association sur mes terres d'origine, les terres de mes parents, pour moi c'était important. Mais après, je voulais le faire de belle manière. Et grâce à Jeanne, grâce à ce qu'on a vu aujourd'hui, à ce qu'on va faire dans le futur, j'ai trouvé la manière était belle. Ça me correspond énormément. On est beaucoup dans l'humanitaire entre guillemets, mais on aime partager, échanger de façon assez... voilà, on n'est pas là pour emmener plus qu'il n'en faut. Je considère que l'humanitaire commence dans le pays où on en a besoin. Mais nous, on est là pour avoir une espèce d'accompagnement. Et voilà, ma présence aujourd'hui montre que je vais m'investir. Je suis investi déjà de façon naturelle. Mais c'est vrai que quand on arrive à trouver un vrai projet, eh ben, ça touche quelque part un peu plus. Alors oui, je ne vais pas vous mentir, je suis en vacances. Mais j'ai pris quand même du temps parce que c'est important de venir visiter des gens du pays qui font de belles choses. Ma carrière a fait que je n'avais pas forcément le temps de venir au pays assez régulièrement. Maintenant que j'ai arrêté, j'ai pris un peu de recul, j'arrive à voir ce qui se passe au Bénin. Je suis en contact avec des internationaux béninois de temps en temps, par le biais du téléphone, etc. Et pour parler purement football, aujourd'hui on n'est qu'au départ d'un projet qu'on a envie d'emmener, que j'ai envie de suivre et de perdurer via certaines autres personnes qui sont avec nous aujourd'hui. Et j'ai envie de m'imprégner, d'emmener mon expertise du football européen ou du football total, parce que je pense que le football n'est pas européen, le football est mondial, et d'expliquer que dans certains pays comme le Bénin, je pense qu'il y a beaucoup de belles choses à faire, mais par contre, je suis assez pragmatique comme personne, j'aime bien commencer petit à petit, step by step comme on dit, voilà, ne pas arriver en pensant que je sais tout faire, parce que je ne sais rien faire, on va dire la vérité, je ne sais rien faire. Par contre, discuter avec des gens qui sont peut-être plus compétents que moi localement et essayer d'échanger par rapport à mes expériences mondiales. J'ai un regard européen, donc en termes de structure, on va dire qu'il y a beaucoup de choses à faire. En termes d'implication, il y a beaucoup de choses à faire. En termes de nombre, je pense qu'en termes de nombre, il n'y a rien à faire, parce que quand on parle de football, le football africain est représenté, il suffit de regarder les clubs européens, comment le football africain, les footballeurs africains sont représentés. Donc oui, ça forcément, il suffit de regarder pour se dire que c'est logique. Maintenant, je pense que c'est en termes de structure. Peut-être que mon expertise extérieure, avec mes origines, peuvent emmener un développement. Mais comme je dis, je ne veux rien révolutionner. Voilà, c'était Sidney Govou. Exactement. Et donc, ce que je disais, c'est que pour beaucoup, lorsqu'on voit des joueurs qui ont gagné assez de millions, qui arrivent sur le continent, les gens croient que bon, il va donner de l'argent en fait. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Du tout. Allez, Hugues, merci beaucoup. Vous passez une excellente journée. Sans transition, on va retrouver Maurice Tantan pour la revue du web. Maurice, vous me dites qu'il y a des scientifiques chinois qui auraient créé les premiers bébés OGM. Oui, c'est une information qui fait peur entre griffes. Un chercheur de l'université de Shenzhen en Chine affirme avoir participé à la conception des premiers bébés génétiquement modifiés au monde. Il s'agit de 2 jumelles. Le chercheur chinois a expliqué avoir modifié les embryons de 7 couples suivant des traitements pour la fertilité. Selon lui, il s'agissait de conférer à l'embryon la capacité à résister à une infection au virus du sida, le VIH. Cette modification aurait été permise par l'utilisation de l'outil d'édition génétique, le CRISPR, qui, ces dernières années, a considérablement
simplifier les manipulations nécessaires pour modifier l'ADN. L'annonce du scientifique n'a pas manqué de provoquer un tollé, la modification des embryons constituant encore à l'heure actuelle une limite à ne pas franchir. Cela pourrait en effet avoir des conséquences imprédictibles puisque ces changements seraient transmis héréditairement pour finalement affecter l'ensemble de l'humanité. Puis cela pourrait ouvrir la voie à un monde où les humains n'auraient aucun défaut comme dans les films de science-fiction. Merci beaucoup. Maurice Tantan, Serge. Merci à chacun, merci à tous. 5 sur 7 matin, numéro 551, c'est terminé pour aujourd'hui. À demain.